Pour changer et réguler nos états émotionnels, vous savez, nous pensons que les choses, les gens et les choses externes ont vraiment quelque chose à voir avec les émotions que nous essayons de changer en nous. Et cela, quand nous commençons à vraiment nous investir sur le fait de savoir qui nous sommes et à chercher comment nous faisons cela, et à le démystifier. Je suis toujours surpris de me voir dans une église à faire une conférence. J'ai appelé ma mère hier soir et je lui ai dit, elle a plus de 80 ans, et je lui ai dit, maman, je vais prendre la parole dans une église demain. Et elle a pris un long moment de silence pour dire, est-ce que tu fais des études pour devenir prêtre maintenant ? Ma passion est le mystère de soi, et qui nous sommes en tant qu'individus, et le fait de démystifier ces concepts. Et j'ai passé les 30 dernières années de ma vie à réfléchir à ce que cela signifie d'un point de vue scientifique. Et je pense qu'en vrai, la science est le langage contemporain de la spiritualité. Je pense que la science est le langage du mysticisme. Et je ne fais pas partie de ces gens. Je n'ai jamais fait partie de ces gens qui prennent les choses juste comme nous les voyons. J'ai la passion d'enquêter et cela m'aide à combler l'écart sur le plan personnel pour comprendre qui nous sommes. Et si vous regardez la physique quantique, la physique des possibilités, cela parle vraiment de notre propre aspect spirituel. Parce que vous ne pourrez pas expliquer un miracle, vous ne pourrez pas expliquer un processus biologique, vous ne pourrez pas expliquer une soudaine simple guérison à ce stade, sans comprendre le modèle quantique de la réalité, et qu'il y a des particules qui sont importantes pour vous et moi, et tout dans ce monde physique. Et puis, il y a de l'énergie, et cette énergie a une conscience, elle a une morale, et cette énergie est un champ d'information duquel nous sommes une extension, auquel nous avons accès. En passant tellement notre vie à regarder ce qu'il y a en dehors de nous au lieu de regarder ce qu'il y a en nous, nous sommes vraiment conditionnés à ne rechercher que des particules et de la matière, au lieu de l'énergie et des informations. Et en vrai, ce n'est qu'au moment où les gens atteignent la fin de leur croyance, où ils sont confrontés à une crise dans leur vie et qu'ils commencent à se retourner et à poser les questions les plus importantes. Et si vous étiez assez astucieux pour vous en apercevoir dans les moments de contemplation ? Si vous voulez cacher Dieu à n'importe quel endroit qui serait une bonne cachette, ce serait au sein de l'être humain. Parce que tout le monde cherche en dehors d'eux-mêmes. Et nous cherchons des raisons pour changer et de réguler nos états émotionnels. Vous savez, nous pensons que les choses, les gens et les choses externes ont vraiment quelque chose à voir avec les émotions que nous essayons de changer en nous. Et cela, quand nous commençons à vraiment nous investir sur le fait de savoir qui nous sommes et à chercher comment nous faisons cela et à le démystifier. Je pense qu'une fois que nous commencerons à le démystifier, cela peut devenir une compétence. Et donc, ils ont gardé un scientifique du XVIIe siècle. Il était très intéressé par le fait d'étudier la nature de la réalité. Il en était passionné, parce qu'il voulait faire des recherches approfondies sur les cadavres et qu'il voulait comprendre les grandes dimensions du monde et comment les planètes tournaient autour du Soleil. Mais il avait un dilemme, parce que l'Église de l'époque ne voulait pas qu'il change les croyances de l'époque. Il a donc pris une décision très partagée. Assis un jour près d'une fontaine, et il a dit « D'accord, la meilleure façon de continuer à faire mes recherches est d'étudier le monde physique de la plus grande dimension des objets et de la matière. » Et puis, tout ce qui a à voir avec l'esprit est trop compliqué et trop imprévisible. Je vais laisser cela à l'Église. La science a donc été toujours importante. Tant pis. Et l'Église s'en est toujours préoccupée. Peu importe. Et les deux n'ont jamais eu rien à faire ensemble. Et il a en fait laissé tomber l'idée de la connexion du corps et du mental. Il pensait qu'il y avait l'esprit et il y avait le corps. Et ils s'étaient coupés au niveau du cou. Et il l'a fait à dessein. Parce qu'il voulait faire sortir les cadavres des morts de l'église pour pouvoir faire ses recherches. Il apaisait donc tout le monde dans le processus, et c'est ainsi devenu la révolution de l'époque. Et puis, Newton est venu 100 ans plus tard, et il a dit, vous savez, j'ai les lois scientifiques pour pouvoir prouver tout ce que Newton a dit. Il a essentiellement fourni les fondements de la compréhension de la nature de la réalité du très grand. Le monde prévisible de la physique newtonienne dit que nous pouvons vraiment prédire où les planètes vont être dans un certain temps, et nous pourrons tirer une fusée sur la Lune. Et toute cette idée d'étudier le très grand est les chutes de pommes de l'arbre. Nous pouvons déterminer à quelle vitesse elles tombent, parce qu'elles accélèrent vers la Terre à la même vitesse. Et Newton était un génie, et il a dit « Je me tiens sur les rives, juste sur le rivage de la sa taille réelle. Et c'est ce que je peux apporter. » Mais c'était une erreur à bien des égards, et encore une fois, il ne voulait pas aller à l'encontre de la convention à ce moment-là. Donc, quelques années plus tard, Einstein est apparu, et Einstein était un gars super cool, car il a passé beaucoup de temps au monde, et à 12 ans, il s'est posé cette simple question.
Si je fais du vélo à la vitesse de la lumière et que j'allume ma lampe, j'allume mon phare, est-ce que ça va continuer? Et donc, il a pensé à cette question chaque jour de sa vie. Chaque jour de sa vie. Il était en bateau sur un lac quand il était un enfant, et il était allongé sur le dos dans le bateau, regardant vers le ciel et pensant à cela. Et il construisait des modèles de compréhension. Il faisait de son mieux pour pouvoir comprendre comment la lumière et l'énergie étaient liées. Il l'a fait pendant 10 ans. Il était possédé par le concept. Et enfin, en travaillant comme commis de 3e ordre dans un office suisse des brevets, il regardait un homme réparer un toit de l'autre côté du chemin. Et pendant un instant, au moment où il le regardait, il a eu cette vision incroyable. Et il a compris à quel point la lumière et l'énergie étaient liées. C'était une vision très abstraite, et c'était tellement abstrait et si dimensionnel qu'il a dû retourner à l'école pour apprendre les mathématiques pour pouvoir expliquer ce qu'il a vu. Et sa femme, sa première femme, était une scientifique incroyable, et elle l'a aidé avec de nombreuses résolutions mathématiques. Et donc, quand Einstein a commencé à le comprendre, il l'a réduit à cette seule équation simple qui équivaut à mc au carré. Vous savez, l'énergie et la matière sont liées au code. Vous savez, le convertisseur de devises est la vitesse de la lumière. Et c'est devenu très intéressant. Parce que quand Einstein a publié ses articles sur la relativité, il n'a pas dit « Eh, cette personne a dit ceci et cette personne a dit cela, et je vais noter que cette personne fait ça ». Il a juste dit « Mesdames et messieurs, c'est comme cela ». Et cela a secoué la communauté scientifique, parce qu'il n'avait vraiment besoin de personne d'autre pour se référencer. Il a eu une découverte et sa découverte était si unique. Et son cerveau était vraiment câblé pour la compréhension de la lumière. Et la lumière était le plafond de cette réalité. Et donc, Einstein et Planck ont commencé à faire ces expériences vraiment intéressantes, dans lesquelles ils prenaient de l'énergie et ils mettaient des impulsions énergétiques dans les métaux. Et ce qu'ils cherchaient à savoir, c'était si les électrons se comportaient de la même manière que le très grand. En d'autres termes, lorsqu'une pomme tombe de l'arbre, elle tombe d'une manière très spécifique. Elle tombe vers le centre. Elle tombe sur un corps plus grand. Alors, ils ont compris, eh bien, si nous perturbons les électrons, lui et le Planck ont fait ces expériences. Si nous perturbons ces électrons, ils devraient tomber comme une pomme tombant de l'arbre vers le noyau. Cela devrait être prévisible, tout comme c'est prévisible en physique newtonienne et en physique classique. Eh bien, quand ils ont commencé à perturber les électrons, quelque chose de très inhabituel s'est produit. L'électron a gagné de l'énergie, puis il a perdu de l'énergie. Et encore une fois, a gagné de l'énergie et a perdu de l'énergie. Et encore une fois, a gagné de l'énergie et a perdu de l'énergie. Et au lieu de tomber comme une balle tombant d'une colline, c'était comme une balle qui tombait des marches. Et tout d'un coup, ils avaient très bien compris que le monde subatomique, le tout petit, ne se comportait pas comme le très grand monde. Et alors, ils ont commencé à chercher l'électron. Ils ont commencé à essayer de le mesurer. Et partout où ils l'ont cherché, il est apparu. Et quand ils ont laissé tomber et qu'ils ne cherchaient plus à le mesurer, il est passé d'une particule qui s'est effondrée, appelée effondrement de la fonction d'onde, à l'énergie. C'était un moment révolutionnaire, car cela signifiait que l'esprit subjectif, votre esprit a un effet sur le monde objectif, que l'esprit et la matière sont en quelque sorte corrélés. Et aussi, cette naissance de la physique quantique est venue. Et ces expériences de physique quantique disent que vous ne pouvez pas faire une expérience de physique quantique sans observateur autour. En d'autres termes, un esprit doit toujours être présent, car il influencera le résultat. Vous me suivez ? Alors maintenant, ce champ d'esprit invisible, ce champ d'information et d'énergie invisible, en quelque sorte vous, en tant qu'individu, vous pouvez influencer la nature de la réalité avec votre esprit. Alors maintenant, Einstein a eu beaucoup de mal avec cela, parce qu'il avait dit que Dieu ne jouait pas au dé, et cela ne marche pas comme ça. Mais son cerveau était câblé pour la lumière, et donc il avait l'abstraction. Et il téléchargeait les informations, comprenait le champ de la lumière, et les physiciens quantiques disaient « Eh bien, en fait, il y a un champ d'information au-delà de l'espace et du temps, au-delà de la lumière, où tout est unifié. Et vous pouvez prendre deux photons qui ont été en quelque sorte liés dans un atome spécifique et les étirer aux extrémités opposées de l'univers. Et au moment où vous affectez un photon, au même moment exact, l'autre est affecté. Ils étaient donc connectés ou affectés dans un espace de temps beaucoup plus rapide que la vitesse de la lumière. En d'autres termes, si vous affectez l'un, cela prendrait du temps à l'autre pour être affecté. Mais s'ils commençaient à être affectés en même temps, ils étaient connectés dans un domaine au-delà de la réalité physique. Vous me suivez ?
Et donc, quand le film What the Bleep est sorti, nous avons essentiellement fait un effort pour montrer que votre esprit a un effet sur la réalité. Et que pour commencer à changer votre réalité, vous devez changer d'avis et changer votre façon de vivre. Et nous voulons que les gens s'inspirent du processus de création, qu'ils essayent vraiment. Et cela, indépendamment de votre sexe, de votre race ou de la couleur de votre peau, de votre capacité intellectuelle, indépendamment de votre passé, indépendamment de votre âge. Qu'à un certain niveau, nous sommes tous des créatures du divin. Et que ces modèles de réalité qui ont séparé les individus ont tous été basés sur des êtres humains vivant dans un état d'esprit très limité. Et donc, quand la physique quantique est née et que tout le concept de réalité a commencé à se dérouler, les gens ont commencé à vraiment défier la nature de la réalité. Et ce concept auquel vous êtes en quelque sorte connecté, parce que vous êtes fait de photons, d'atomes et d'électrons, à un certain niveau, vous êtes une organisation, une communauté de 70 billions à 120 billions de cellules. Et toutes ces cellules sont composées d'atomes, de molécules et de produits chimiques. Et ils travaillent tous sous une forme cohérente afin de s'exprimer dans un corps physique. Mais la plupart des gens ne savent pas qu'ils entrent et sortent du champ quantique 7,8 fois par seconde, qu'ils vibrent tout le temps dedans et en dehors du champ. Et à chaque fois que vous le quittez, vous disparaissez. Et à votre retour, vous avez disparu de ce champ d'information et vous revenez avec des informations. Mais si vous en sortez comme étant la même personne qui y est entrée, vous ne ramenez aucune nouvelle information. Vous me suivez ? Alors maintenant, je me suis assis avec des physiciens quantiques jusqu'au lever du soleil en buvant des martinis, argumentant la réalité quantique. Et je peux vous dire qu'après de très longues nuits de discussions et de fumée de cigares, et de passage de la vodka au gin, au martini, au café, au martini, je veux dire, ce sont des physiciens publiés, qu'ils finissent toujours la conversation avec la même chose. Eh bien, j'aime l'idée que l'esprit subjectif a un effet sur le monde objectif. Nous le croyons, mais seulement pour le tout petit. En d'autres termes, l'esprit a un effet sur le très petit et non sur le très grand. L'effet observateur ne fonctionne que pour le très petit. Et je m'asseyais là et leur disais, eh bien, peut-être que nous ne sommes que de pauvres observateurs, peut-être que nous pouvons nous améliorer dans le concept d'observation. Et cela m'a conduit au mystère de comprendre comment nous pouvons commencer à influencer ou à changer d'avis. Parce que si vous êtes capable d'exploiter une plus grande capacité de plénitude mentale, vous devriez être en mesure d'exercer de plus grands effets sur votre monde. Et si vous pouvez commencer à observer une vision qui représente le futur, et que vous pouvez rester fidèle à cette vision, et que vous pouvez voir cette vision clairement dans votre esprit, et que chaque jour vous comprenez où vous portez votre attention, où vous placez votre énergie, alors vous investiriez votre énergie dans le futur. Et l'image que vous voyez pourrait littéralement être le modèle pour des milliers de milliards et de milliards d'atomes à organiser des modèles d'information appelés un événement dans votre vie. Et donc, mais avoir une intention claire n'est pas suffisant, parce que les intentions claires n'ont qu'un très petit effet sur la nature de la réalité. La force motrice qui associe le charbon, le fait à la main à tout cela est une émotion élevée. Lorsque les gens commencent à ouvrir leur cœur et qu'ils sortent de ces états limités de colère, de frustration, de préjugés, d'impatience, de haine, de jugement et de peur, ce sont ces émotions qui font en sorte que nous nous ressentons comme étant plus de la matière et moins de l'énergie, comme étant séparés de ce champ. La nature même de ces produits chimiques nous amène à définir la réalité avec nos sens, en tant que matérialistes. Nous ne recherchons donc que la particule au lieu de la possibilité. Mais quand vous commencez à ouvrir votre cœur et que vous allez à l'encontre de la jungle, parce que ce n'est pas une bonne idée d'ouvrir votre cœur quand vous faites ça face aux prédateurs et aux dangers. Et c'est ce dont ont parlé les mystiques et les grands dirigeants charismatiques pendant de très nombreuses années. C'est que vous devez définir la chose même que vous utiliserez toute votre vie pour obtenir ce que vous voulez. Pour que quelque chose de plus grand se produise, vous devez commencer à faire ce qui n'est pas naturel. Et donc, quand vous combinez cette intention claire avec une émotion élevée, c'est l'émotion élevée qui commence à amplifier le champ autour de votre corps. Et à ce moment-là, vous devenez plus de l'énergie et moins de la matière. Si vous avez donc bien compris, l'émotion est alors l'outil du processus créatif. Cela signifie que vous devriez ressentir l'abondance avant votre richesse. Cela signifie que vous devriez tout ressentir avant le moment mystique. Cela signifie que vous devriez ressentir l'amour avant votre nouvelle relation. Je veux dire, vous devriez vous sentir fort avant votre succès. Et cela signifie que lorsque nous le faisons correctement, nous ne fonctionnons plus comme des matérialistes.
nous fonctionnons littéralement comme des esprits quantiques. Et donc, les recherches ont maintenant prouvé, et nous avons fait suffisamment de recherches dans nos propres études, que vous pouvez changer votre cerveau. Et que lorsque vous commencez à aller à l'intérieur et que vous regardez le jardin de votre esprit, vous devez regarder avant de planter un nouveau jardin ces plantes du passé, de l'année dernière. Vous devez regarder les mauvaises herbes qui y ont poussé, parce que vous n'y avez pas prêté attention. Vous devez regarder ces roches qui se sont entassées vers le haut, qui représentent vos blocs émotionnels. Vous devez regarder ces arbres qui ont besoin d'élagage. Vous devez regarder ce sol qui s'est endurci et est devenu rigide, fixe et habitué. Et vous devez allumer une allumette dans un endroit sombre. Et vous devez commencer le processus. Et en enlevant les mauvaises herbes qui sont les vieilles pensées qui résident dans notre morale, qui s'en prennent à notre morale, et la conscience c'est la morale. Et la morale fait attention. Nous devons regarder ces roches qui se sont entassées vers le haut et enlever ces blocs émotionnels. Parce que nous le pouvons. Nous devons nous éloigner du passé. Nous devons attendrir et briser la rigidité de ce sol. Et maintenant, il est temps de planter le jardin. Et il faut du temps pour que le jardin pousse. Il faut de l'attention pour le cultiver. Il faut faire attention aux mauvaises herbes qui veulent pousser. Et chaque saison, vous devrez l'élaguer. À chaque saison, vous devrez vous en occuper. Et il n'y a jamais de fin à la culture de notre jardin. Et donc, votre esprit subjectif a une conscience, parce que le cerveau ne changera jamais le cerveau. Je l'ai étudié suffisamment de fois pour vous dire que l'esprit ne changera jamais le cerveau, parce que l'esprit est le cerveau en action. Mais qui fait le changement du cerveau dans l'esprit ? Et c'est ce méchant mot de 13 lettres que les scientifiques détestent, appelé la conscience. Vous, l'aspect matériel de vous, ce voyage individuel de l'homme, ce voyage de la femme vers le chemin du retour à la source, en utilisant le cerveau et le corps pour produire différents niveaux d'esprit. Et c'est seulement quand vous êtes vraiment conscient et que vous avez vraiment le sens de la morale que vous commencez à affecter la nature de la réalité et prenez de petits moments de votre vie bien chargés pour comprendre que lorsque votre conscience fusionne avec une plus grande conscience, lorsque vous êtes connecté à la source, vous imiterez le divin. Et comment le divin vivrait-il s'il était à votre place ? Merci d'avoir écouté.